Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour répondre à la question numéro 19 du RPG Day 2023. Alors, aujourd'hui je vous accueille en extérieur puisque j'ai décidé d'investir un petit peu dans du matériel. Vous pouvez le voir, j'ai un micro cravate, voilà. Je voulais voir un petit peu la qualité du son des micros et notamment en extérieur. J'ai acheté ces micros pour être capable de vous faire des déballons avec un son de meilleure qualité et puis aussi par la suite de pouvoir enregistrer des interviews, des choses comme ça, ou pour capable de me déplacer dans des conventions en ayant le matériel adéquat, puisque d'habitude c'est le micro du téléphone et on s'entend que c'est de la merde. Et je peux pas toujours me trimballer avec le gros micro du PC, voilà, j'étais un petit peu bloqué sur le PC pour pouvoir enregistrer, donc je voulais pouvoir faire des vidéos un petit peu plus nomades. Et avec un micro, avec un son de meilleure qualité. Et évidemment, je vous remercierai de me faire vos retours sur le son dans les commentaires. Mais revenons à notre question du jour. Donc la question du jour, c'est quelle est la meilleure aventure publiée selon moi? Alors, publiée, j'entends, j'ai essayé de mettre un petit peu des barrières, puisque il y avait 50 façons de voir la chose. On pouvait dire, est-ce que c'est la meilleure campagne, campagne ou aventure que j'ai lue? Est-ce que c'est la meilleure campagne ou aventure que j'ai jouée? Ou est-ce que c'est la meilleure campagne et aventure que j'ai lue et jouée? Parce que des fois, entre ce qui est écrit et ce qu'on joue, c'est pas pareil, et c'est même très souvent le cas. Et puis pareil, des fois on lit quelque chose et quand on le joue, eh bien on se rend compte que cette aventure, elle était très bien sur le papier, mais en jouant, il y a des petites différences, il y a des, comment dirais-je, des choses qui nous apparaissaient comme des évidences à la lecture que les joueurs ne vont pas du tout comprendre. Et puis on se retrouve un petit peu perdu. Ça m'est déjà arrivé. Donc je suis plutôt parti du principe que c'est la meilleure aventure que j'ai à la fois lue et à la fois jouée. Voilà, donc l'aventure dont je vous parle aujourd'hui, c'est Wild Heart pour Trollveng, une aventure que j'aime beaucoup et un jeu que j'aime énormément. Et d'ailleurs je vais commencer par une petite parenthèse sur le jeu. C'est un jeu dont je dois vous parler depuis très longtemps, puisque en fait, quand j'ai joué cette aventure, c'était juste avant de commencer la chaîne YouTube, et au début que je faisais la chaîne, on était encore dans l'aventure. Et c'est une aventure qui m'a beaucoup marqué, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué et qui me manque un petit peu aujourd'hui sur certains points. C'est un jeu que je trouve absolument extraordinaire. Je ne vous en ai pas encore parlé puisque je ne savais pas trop encore par où aller, et je voulais prendre mon temps pour parler de ce jeu là, donc on en reparlera dans quelques temps mais pas tout de suite. Voilà, me demandez pas l'avis de Trollveng dans 15 jours, ça arrivera quand ça arrivera. J'ai toute la gamme à la maison, et justement je vais vous présenter rapidement le truc, mais en gros c'est un jeu de fantasy qui s'inspire beaucoup des mythologies scandinaves et russes aussi. Qui a mélangé tout ça dans un monde donc de fantasy. Il y a une ambiance très particulière que j'aime énormément, une ambiance un petit peu Beowulf, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, héroïque mais très dur. Ça peut être très sanglant mais pas non plus, c'est pas Warhammer non plus, on n'est pas dans du hachoir RPG. Donc c'est une ambiance et un jeu qui vous invite à vous dépasser, et aussi au niveau des joueurs à les sortir un petit peu de leur zone de confort. Et moi ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est le détail apporté sur le monde et sur les peuples, mais ça malheureusement c'est pas trop présent dans le livre de base, c'est surtout dans les suppléments. Et surtout ce que j'ai préféré, c'est la poésie du monde. Je vous donne un exemple tout bête, c'est quelque chose qui m'a énormément plu dans le système de magie, qu'on appelle un des systèmes qu'on appelle le Vintner notamment. Par exemple, vous voulez créer une flamme, voilà, vous voulez envoyer un trait de feu sur un ennemi, pas de problème, vous pouvez le faire, mais en créant de la chaleur, vous allez perturber le Vintner qui existe sur le monde, et donc vous allez lui prendre de la chaleur, et lui en réponse donc il va créer du froid quelque part. Alors ça peut être proche de vous ou totalement ailleurs, mais mettons que vous allez jeter un trait de feu, et bah quelque part dans le monde il va y avoir une plaque de gel qui va se former, même si on est en plein été par exemple. Voilà. C'est ce genre de choses c'est vraiment un point que je trouve très poétique, et c'est un point qui m'a beaucoup touché et qui me plaît énormément dans ce jeu. Et le système de magie en soi, je trouve vraiment très bien. Les nains, tout ce qui touche aux nains, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. C'est les meilleurs nains que j'ai jamais lus de ma vie, je crois. Je reviendrai après sur la gamme, mais le supplément consacre nains est vraiment peut-être le meilleur selon moi. Et bref, c'est un monde qui m'a fortement marqué, un système que j'aime bien aussi. Il a des inconvénients, je trouve qu'il a été un petit peu massacré par la critique injustement. C'est un système qui n'est pas très compliqué, par contre il est très mal expliqué. Ça, c'est un peu le gros problème, surtout en VF.
mais ça c'est un problème de traduction. Je reviendrai après sur la VF, mais le système en soi est assez mal expliqué, un petit peu. Il y a des choses qui pourraient être regroupées, qui ne sont pas faites, ce qui fait que des fois on se perd un peu. Mais le système, une fois qu'on l'a compris, il n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Voilà, pour au niveau de la gamme. Donc c'est une gamme qui est un petit peu perturbée, puisque aujourd'hui c'est une gamme qui est arrêtée, qui existait chez Riot Minds pendant quelques temps. C'est eux qui ont sorti le jeu, donc il y a le jeu de base, il y a un bestiaire, une campagne, l'aventure que je vous parle aujourd'hui. Il y a eu aussi des suppléments de peuples. Je pense que leur plan c'était de sortir vraiment le jeu de base avec vraiment à peine un aperçu des peuples et ensuite de mettre des suppléments par peuple. Ils n'ont pas pu aller au bout de leurs ambitions. Mais on a eu des suppléments sur les Stormlanders qui sont donc un peuple là-dedans. On a eu un supplément sur les nains et un supplément sur les elfes. Et c'est tout ce qu'on a eu sur les différents peuples. Il manque techniquement 2 ou 3 peuples humains. Mais on les aura pas. Mais c'est pas tant grave. Honnêtement, si on a eu les nains et les elfes, déjà c'était bien. C'est pas tant grave qu'il n'y ait pas le reste. Et en VF, c'est encore plus catastrophique que ça, puisque à cause du changement de droit qu'il y a eu entre Riot Minds et Simon, donc Riot Minds ont cédé leurs droits à Simon. Et BBE avait donc un contrat avec Riot Minds et ils n'ont pas voulu ou pas pu renégocier les droits avec Simon, donc ils n'ont pas pu sortir la suite de la gamme. Je ne pense pas que c'était dans leurs intentions non plus, je ne pense pas que c'était vraiment qu'ils ont vendu par palette entière de Trudvang. C'est un jeu qui est assez particulier et je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas apprécié. En tout cas, moi c'est vraiment un de mes jeux favoris. On en reparlera peut-être à l'occasion, mais c'est un jeu que j'adore énormément. Et puis les illustrations de Paul Bonheur qui fait les couvertures sont toujours extraordinaires. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait ce qui m'a fait intéresser à la gamme à l'origine. La couverture du bestiaire, si vous voulez savoir, la couverture du bestiaire que je mets ici, je la trouve extraordinaire et c'est ça qui m'a fait m'intéresser à la gamme et ensuite j'ai acheté tout le reste. Voilà, donc pour en revenir à notre aventure. Alors, ce qui m'a plu, je vais spoiler après, donc les gens qui ne l'ont pas joué, qui aimeraient la jouer, je vous invite à quitter cette vidéo par la suite puisque je vais spoiler. Mais déjà un peu ce qui m'a plu. Alors ce qui m'a plu c'est son ambiance, qui reprend vraiment l'ambiance de Trudvang en général, mais qui la renforce encore, cette ambiance vraiment oppressante. Et il y a un côté extrêmement poétique dans cette aventure aussi qui m'a beaucoup touché et plu. C'est une aventure qui est très agréable à lire en premier lieu. J'ai adoré la lecture, m'a vraiment accompagné, elle fait 70 pages, c'est remplir à la gueule de matériel, elle n'est pas exempte de défauts, mais c'est vraiment remplir à la gueule de matériel et elle m'a vraiment séduite à la base à la lecture. Et ce qui m'a plu aussi, c'est les différentes rencontres. Mais ça, je vais revenir dessus, donc je vais commencer à spoiler. Alors, ceux qui ne l'ont pas lu et qui aimeraient la jouer, je vous conseille de partir. Et maintenant, je spoil. Donc, c'est quoi le concept de l'aventure? En fait, vos joueurs vont se retrouver prisonniers dans une forêt et vont devoir en sortir. Alors, le concept est assez simple, mais il est très bien mis en œuvre. En gros, la forêt est une sorte de méga donjon. Alors, pas un méga donjon bête et méchant, où on enchaîne les rencontres de combat jusqu'à arriver au bout du donjon. Non. Cette forêt est en fait une forêt magique à l'origine, qui est poussée magiquement. C'est un ancien mage qui l'a fait pousser. Il y a plusieurs, je crois qu'il y a 1500 ans de mémoire, hein, mais c'est peut-être pas ça. De mémoire, il l'a fait pousser à 1500 ans d'une forêt immense qui a une conscience et qui était magique et plutôt bénéfique à la base. Mais un jour, il s'est passé une catastrophe dans cette forêt et il y a un wurm, c'est l'équivalent des dragons dans le monde de Trudvang, qui est mort dans cette forêt, enfin qui est tombé dans cette forêt. Et la forêt a goûté le sang du wurm, c'est-à-dire que le sang est rentré dans le sol et a corrompu la forêt. Et depuis, la forêt, en fait, quand vous rentrez dedans, elle vous empêche de sortir. Elle vous empêche de sortir et elle veut qu'on comprenne son histoire et en fait elle vous pose des questions. En gros, elle veut que vous répondiez à des interrogations voilà, pour voir que vous avez bien compris son histoire avant de pouvoir partir. Je grossis le trait, puis c'est un peu vieux maintenant. C'est une aventure qu'on a jouée il y a peut-être 2 ans maintenant, puisqu'elle date, on y a joué quasiment en même temps que j'ai lancé la chaîne YouTube.
Donc ça date un peu. Et à l'époque, d'ailleurs, au niveau des joueurs, vous les connaissez, ils sont tous passés au moins une fois sur la chaîne, puisqu'il y avait Cassandre, Maxime et David, que vous pouvez voir dans l'Héritage des Tempêtes, donc qui joue encore régulièrement avec moi. Et puis il y avait Théo, que vous pouvez voir sur le tout premier actual play de la chaîne, qui est sur Coureur d'Orage. Théo a depuis quitté nos contrées québécoises, mais c'est un joueur à qui j'ai fortement apprécié de jouer. Donc ces gens-là, c'était là la première fois que je jouais avec eux, c'était le premier jeu sur lequel on a joué ensemble, et donc ils jouaient tous des personnages assez hauts en couleur, et je vous ai déjà parlé vite fait d'un personnage de David dans une vidéo précédente, c'était la vidéo sur la mort, les morts les plus marquantes de personnages, puisque son premier personnage qui est rentré dans la forêt, il est mort aussi, et donc ce qui nous a marqué, je pense, je vais parler pour moi, je vais pas parler pour eux, mais je pense que pour eux aussi, ce qui nous a marqué, c'est surtout les PNJ, les différentes factions. Il y a des factions foutrement intéressantes là-dedans. Il y a notamment des worms. Alors il y a un Lean Worm qui est une sorte de serpent dragon, si vous préférez. Et puis il y a aussi un basilisque qui transforme les gens en pierre. Alors, ils sont très intéressants tous les deux, puisqu'ils vivent vraiment dans des lieux séparés de la forêt. Et le basilisque, en fait, est vieux. C'est un vieux basilisque, tellement vieux que la cataracte commence à remplir ses yeux. Donc, son pouvoir de figer les gens en pierre ne fonctionne plus extraordinairement bien. Et il essaie de le cacher absolument, qu'il n'arrive plus à faire ça, parce que c'est une créature qui est plutôt faible, en fait, à la base. Et ce pouvoir lui donne une domination énorme sur les autres. Et donc, il essaie de garder cette dominance. Et le Lean Worm, lui, lutte et veut détruire ce basilisque. Je ne sais plus exactement pour quelle raison, mais il en a peur parce qu'il ne veut pas être changé en pierre, et il ne sait pas, lui, que le basilisque n'a plus trop ce pouvoir. Et ces deux PNJ que j'ai trouvé super intéressants, un qui est à la fois extrêmement dangereux, très puissant, et qui a en même temps peur d'un petit truc, mais qui est encore plus dangereux que lui, et j'avais bien aimé les interactions qu'on avait entre les deux. Je trouve que la façon dont je les ai interprétés était bonne. Ça fait partie de mes plaisirs, voilà, de MJ. C'est vraiment deux PNJ que j'ai adoré interpréter. Et puis il y en a un autre aussi qui m'a marqué. Il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les faire, mais il y a dedans un zombie jardinier, voilà, il vit dans la forêt et il veut juste cultiver ses légumes, ses fruits et légumes, et il m'a fait beaucoup rire, ce petit jardinier, parce que c'est vraiment, quand les joueurs le rencontrent, il est limite avec son petit chapeau, son petit brin de paille avec sa salopette en train de ratisser, donc ça m'a fait beaucoup rire. J'ai vraiment adoré ce PNJ. Il y en a plein d'autres comme ça. Il y a des trolls lacustes aussi qui vivent sur un lac. Et puis, ce qui m'a vraiment marqué, c'est toutes les possibilités et la façon dont la forêt, en fait, vous pose les questions, puisque vous avez, en fait, il y a des scènes qui vous donnent des éléments de réponse, mais que vous ne comprenez pas forcément. Par exemple, vous pouvez tomber sur un cimetière dans la forêt avec un nom marqué sur une pierre tombale. Si vos joueurs ne prennent pas ça en note, et on en reparlera après, ne prennent pas ça en note, eh bien ils peuvent se retrouver avec une réponse à donner bien plus tard qu'ils n'auront pas. Parce qu'ils se souviendront d'avoir entendu un nom, mais s'ils ne l'ont pas noté, ils ne s'en souviendront pas. Et donc, ça fait partie des choses. Tout est relié, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment ma façon aussi de fonctionner, moi. Donc c'est pour ça que c'est une aventure qui m'a plu aussi à la lecture, puisque c'est comme ça que je fonctionne moi aussi. J'aime bien faire plein de choses, mais tout est optionnel, mais tout est relié. Et là, tout est vraiment relié à l'aventure, il n'y a aucun problème avec ça. Chaque élément que vous allez visiter va vous donner une réponse probable à l'aventure. Et il faut vraiment tout faire pour tout comprendre. Nous, on n'avait pas tout fait. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, notamment les trolls lacustes. De mémoire, on n'a pas été les voir, on en a entendu parler, on a failli y aller, mais on n'y a pas été. Donc j'aime bien la façon dont c'est agencé, structuré, c'est intelligemment fait. Et puis, il y a un dernier point, le point le plus méchant, on va dire. Il y a un worm de sang. Le worm de sang, c'est une créature qui est particulière, puisque c'est une créature extrêmement dangereuse, et en fait c'est cette forêt qui prend vie, qui se venge, qui détruit quand il y a plein d'éléments qui peuvent intervenir pour faire intervenir le worm de sang.
même si vous n'allez pas l'avoir à chaque partie. Peut-être que vous allez le voir une fois et encore c'est pas sûr, ça dépend vraiment des actions des joueurs. Mais cette créature-là est en fait l'incarnation de toute la haine de la forêt. Et je trouve ça vraiment, vraiment beau. C'est une créature qui est très puissante par contre. C'est très dangereux pour vos joueurs. Ils peuvent la vaincre, mais c'est une créature qui est très dangereuse. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je vous laisserai lire. Je vais pas faire chaque passage. Je me souviens plus de tout non plus. Mais il y en a plein là. J'ai plein de souvenirs qui me reviennent. C'est une aventure qui m'a réellement marqué, chamboulé, qui m'a fait revoir certaines choses dans ma pratique aussi. Par contre, et je vais un peu terminer là-dessus, c'est une aventure qui n'est pas facile à préparer. Pour des MJ débutants, je déconseillerais absolument, puisque déjà c'est un énorme bac à sable, enfin c'est un méga donjon en type bac à sable, et donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple à préparer. Pareil pour des joueurs entièrement débutants, je déconseillerais, à moins que vous soyez extrêmement assidu sur la prise de notes, puisqu'il y a beaucoup de choses à noter. Et enfin, c'est une aventure qui a, je dirais, deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est l'introduction. Je trouve qu'il manque une petite aventure au début. On vous donne quelques pistes, mais il faudrait une petite aventure qui nous permette d'arriver dans cette forêt. Et là, il n'y est pas. Moi, j'étais obligé de faire jouer un scénario maison pour les emmener dans cette forêt. Là, on a quelques pistes qui peuvent vous aider à les emmener là. Mais sinon, c'est à vous de vous débrouiller. Et puis, enfin, il y a certains points dans le scénario, notamment, il y a un moment, il y a pas un tombeau, si c'est un tombeau d'ailleurs, de nains, qui est extrêmement dangereux par un piège. Et ce piège est très facilement évitable, mais pour ça, il faut parler nain. Si vous parlez nain, vous rentrez, il y a une inscription sur une rune, qui, je sais plus, je vais dire genre liberté, un truc comme ça, qui est écrit. Et ce piège, en fait, cette rune vous donne la clé du piège. Et si vous parlez pas nain, vous ne pouvez pas déchiffrer cette rune, et donc vous êtes presque obligé de tomber dedans. Ce n'était pas le cas pour le groupe, ils ne sont pas allés par là, mais c'est un piège qui est très très dangereux, très très mortel, et si jamais vous n'avez pas la lecture de la rune, eh bien ça risque d'être difficile de vous en sortir. C'est un des petits points qui m'a un peu gêné. Et puis il faut savoir que c'est une aventure qui est reliée à la campagne Snow Saga, Saga des Neiges, qui est sortie par la suite. La liaison est un peu étrange entre les deux. Comme je vous ai raconté dans la mort d'un personnage la dernière fois, c'est ce géant qui était présent. Eh bien, il est important pour Snow Saga. Il vient de cette campagne-là. Mais un conseil, lisez l'introduction de Snow Saga avant de faire Wild Heart, parce qu'on ne vous prévient pas au début de l'aventure qu'il va y avoir un élément très important à comprendre pour Snow Saga. Et voilà, je vous conseille de lire l'introduction de Snow Saga avant de faire Wild Heart si vous voulez jouer les deux à la suite. Voilà, on reviendra évidemment sur tous ces points plus tard quand je vous parlerai de la gamme. Je pense avoir fait le tour à peu près de ce que je voulais dire là-dessus. Voilà. Dites-moi vous quelle aventure vous a le plus marqué dans les aventures publiées, aventures lues, aventures jouées, aventures lues et jouées, ce que vous voulez. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours vous perdre dans des forêts maudites. Salut.